Pour ceux qui sont familiers de cette question du pic pétrolier, le pic pétrolier, c'est le point historique futur, inexorable, à partir duquel, puisque les ressources mondiales de pétrole sont par nature finies, la production, à moins qu'on en décide autrement, la production par elle-même entrera en déclin lorsque la moitié des réserves récupérables de pétrole auront été pompées et brûlées. Alors c'est une question, pour ceux qui sont familiers, qui en sont familiers, qui a fait beaucoup gloser et commenter dans la décennie précédente. Et puis est arrivé le pétrole de schiste et les pétroles non conventionnels de manière générale qui ont bouleversé la donne. Bon, je fais partie de ceux qui sont restés pessimistes. Je dis pessimiste parce que le pic pétrolier, en tout cas un déclin de la production mondiale de pétrole non anticipé, c'est beaucoup de problèmes potentiels. Une cure de sevrage pour laquelle on n'est pas préparé, c'est compliqué. S'il y a des fumeurs, des ex-fumeurs dans la salle, vous savez de quoi je parle. C'est des choses au niveau collectif. On a les habitudes d'un fumeur qui, pour l'instant, fumerait 5 paquets par jour et qui se dit jusqu'ici tout va bien. Alors, il y a du nouveau. Il y a du nouveau et c'est pas des très bonnes nouvelles comme vous allez le voir. Les gens qui, comme moi, ont une approche plutôt pessimiste de ces enjeux, ont eu du mal à faire passer le message ces dernières années, précisément à cause du boom des pétroles non conventionnels. Et donc, du coup, typiquement, c'est un sujet qu'on a peu porté au Shift en tant que tel. Autant Jean-Marc et moi, on a continué à en parler, mais c'était difficile de porter ça urbi et turbi derrière en s'appuyant sur le Shift pour ça. Il se trouve que le sujet est tellement complexe qu'on a besoin de décharger de se décharger quelque peu de la charge de la preuve. Et le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est paru fin novembre, dont je vais vous parler maintenant, malheureusement, nous aide à nous décharger de la charge de la preuve pour montrer qu'effectivement, on a, en tant que société technique vorace en pétrole, un problème que je qualifierais d'imminent, puisque on parle d'un horizon de temps de quelques années. Alors, de quoi il s'agit ? Premier message, voilà, il y a trois drapeaux rouges, 3 messages d'alerte contenus dans le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie, qui s'appelle le World Energy Outlook, qui se retrouve jusque dans le résumé aux décideurs. Très souvent, dans l'histoire des World Energy Outlook, sur les perspectives d'évolution du pétrole, il y avait des messages, mais que c'était souvent des messages assez codés, qui se retrouvaient plutôt dans les pages d'analyse du rapport, et pas rarement dans ce qui est lu essentiellement dans ces rapports, en particulier par la presse, qui est le résumé aux décideurs. Or là, aujourd'hui, je parle d'alertes qui ont trouvé leur chemin et qui ont été validées dans le résumé aux décideurs. Alors, un triple drapeau rouge. Alors, premier drapeau rouge, celui-là, c'est une confirmation. Le pic du pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, qui constitue les 3/4 de la production mondiale de pétrole, les 3/4, est franchi. Alors, c'est pas une nouvelle, c'est une confirmation. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, nous dit que ce pic a été franchi en 2008. On est parti d'un pic qui était, pour le pétrole conventionnel, à quelque chose comme 70 millions de barils par jour. Et on a perdu quelque chose comme 2 à 3 millions de barils par jour depuis. Et ce qui est essentiel, c'est que l'Agence internationale de l'énergie nous dit, et ça fait plusieurs années qu'elle le dit maintenant, qu'elle ne s'attend pas à ce que ce pic soit redépassé à nouveau dans le futur. On a beaucoup de profils de production de grands champs pétroliers qui présentent un profil en dos d'âne, avec un double pic. Là, et l'AIE, j'ai envie de le dire depuis maintenant 10 ans, pour ce qui est du pétrole conventionnel, quelque part la messe est dite. L'AIE ne s'attend pas dans l'horizon de temps de ses études, et à nouveau, ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, à ce que ce déclin de la production, de 3/4 de la production mondiale de carburant liquide, c'est-à-dire le pétrole
conventionnel, le pétrole liquide classique, elle ne s'attend pas à ce que ce pic soit redépassé. On est sur une pente de déclin et c'est une donnée maintenant fondamentale pour analyser ces sujets. Vous allez le visualiser de manière approximative par pays ici sur ce graphique qui empile l'ensemble des productions des grands pays pétroliers. Alors, ce que l'on voit là-dessus, alors on parle, là c'est un distinguo qui n'est pas tout à fait le distinguo pétrole non conventionnel et pétrole conventionnel, mais vous allez voir qu'on s'y retrouve quand même. Ici, la petite ligne rouge, là, elle marque le plateau sur lequel se situe la production mondiale de pétrole, alors toute forme de pétrole confondue cette fois-ci, conventionnelle et non conventionnelle, depuis 2005. Vous voyez, si on somme tous ces pays producteurs-là, que vous retrouvez dans le même ordre ici, on est sur un plateau depuis le milieu de la dernière décennie, depuis 2005. Et tout ce qui a permis, entre-temps, d'augmenter et de suivre, de répondre à la demande, à la croissance de la demande de pétrole, ce sont deux pays, et deux pays seulement, l'Irak et les États-Unis. Alors, l'Irak, cas très particulier, on est sur du pétrole conventionnel, du pétrole liquide classique, dont la production a été en quelque sorte épargnée par un quart de siècle de guerre, d'embargo et de guerre civile. Donc on savait qu'il y avait un potentiel sous-exploité depuis la fin des années 70, en fait depuis le début de la guerre en Irak en 1980, en Irak. Et puis le second pays, vous le voyez, c'est la résurgence tout à fait spectaculaire, tout à fait inattendue, du grand pays pétrolier historique, du vrai pays de l'or noir que sont les États-Unis, grâce fondamentalement au boom des pétroles, du pétrole de schiste, qui, je le rappelle d'un mot, la production de pétrole de schiste consiste à fracturer des roches-mères pour en extraire du pétrole avant que ces roches-mères maturent le pétrole liquide conventionnel. Bon, alors c'est une industrie qui est complètement nouvelle. C'est un boom qui était totalement inattendu par son ampleur, y compris par les meilleurs experts aux États-Unis sur la question. 2010, 2011, on a constamment révisé à la hausse l'évolution de cette production. Retenez juste que voilà, on a un système dans lequel, si on empile toutes les productions mondiales, ce qui a permis d'augmenter cette production mondiale, fondamentalement, c'est Irak et États-Unis. Irak pour des raisons above ground, comme on dit dans le pétrole, pour des raisons qui se situent au-dessus du sol, et la surprise de l'évolution du pétrole non conventionnel de manière générale et du pétrole de schiste en particulier dans le cas des États-Unis. Si on regarde maintenant le verre à moitié vide, on s'aperçoit, si vous regardez les pentes de ces pays producteurs, vous avez grosso modo, à partir de la Russie qui est ici, vous avez tout un tas, un vrai tas, puisque c'est un empilement, de pays producteurs de pétrole conventionnel, bien souvent des pays producteurs anciens, mais pas tous. Il y en a des récents, comme la Norvège et la Grande-Bretagne, qui sont en déclin alors que leur production date des années 70. Voilà. Et finalement, pour prendre une image qu'on utilise très souvent pour décrire ça, l'industrie mondiale de pétrole est engagée sur une course sur un tapis roulant, le tapis roulant étant le rythme, la pente de déclin c'est un peu comme si vous remontiez un escalator en fait en courant pour arriver à compenser le déclin d'un très grand nombre, en fait de plus de la moitié de la production mondiale, qui est à maturité, qui est fournie par des champs de pétrole conventionnels matures, qui sont soit au maximum de la production, soit dont on s'attend à ce qu'ils déclinent et qui se déclinent en général de manière irréversible. Vous avez la même chose ici. Là, c'est la même chose. C'est l'évolution cumulée des croissances ou décroissances de production depuis 2005. Donc en fait, tous les pays qui sont à gauche de la Thaïlande ici ont connu un déclin de leur production entre 2005 et 2018. Vous voyez, à peu près en termes de nombre de pays et de volume de production, on est à peu près à l'équilibre, forcément. Et puis, tout cela ont augmenté. Et si on somme tous ces pays-là, vous voyez qu'on revient à zéro. Et ce qui fournit l'augmentation, vous retrouvez effectivement, alors, j'en ai pas parlé, mais le Canada
avec un déclin du pétrole conventionnel canadien et un essor du non conventionnel avec les sables bitumineux, et puis à nouveau, Irak, États-Unis. Je signale d'un mot que là, dans la partie droite, donc c'est une évolution de 2005 à 2018, depuis 2005, vous n'avez aucun pays ici qui ait connu une résurgence. La Norvège, peut-être, on en reparlera d'un mot. Mais vous avez de ce côté-là des pays qui, depuis 2005, sont entrés en déclin et probablement en déclin structurellement lourd, si ce n'est irréversible. Il y en a deux en particulier qui sont très intéressants. La Chine. Où est-elle, la Chine? Ici. Donc vous voyez que c'est un producteur important. Alors là, si vous comprenez comment le graphe fonctionne, vous comprenez qu'elle a augmenté de ça entre 2005 et 2018. En fait, il se trouve que la production de la Chine est entrée en déclin en 2014 et les autorités chinoises font comprendre que ça sera un déclin qui sera irréversible. Un déclin organisé, en fait, un peu comme la fin du charbon en France. Il y a des raisons géologiques lourdes qui font que les Chinois ne s'attendent pas à pouvoir redonner un essor à leur production de pétrole conventionnel, en tout cas. Et l'autre pays très, très significatif, qui nous concerne, parce que c'est un pays auquel on importe du pétrole, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, donc il est quelque part, il est ici, est entré en déclin assez brutal depuis 2013, alors que BP, notamment après la chute du mur de Berlin, est allé développer des pétroles extrêmement complexes en mer Caspienne. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan décline et décline de manière irréversible. Pour l'aspect historique qui m'est cher de ces enjeux-là, il se trouve que l'Azerbaïdjan est le plus vieux, sans doute, pays producteur de pétrole, puisque Marco Polo en parle déjà au XIVe siècle, XVe siècle, XIVe siècle. Seconde alerte, second drapeau rouge brandi par l'Agence internationale de l'énergie. On ne trouve plus de pétrole conventionnel. Voilà, on ne trouve plus de pétrole conventionnel aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie nous dit les nouveaux projets de conventionnels au cours des dernières années ne représentent que la moitié de ce qu'il faudrait pour équilibrer le marché d'ici à 2025. Alors, vous le visualisez ici. Ici, vous avez un graphe qui remonte à 2012. On va dézoomer cette perspective pour que vous compreniez que c'est une perspective lourde. Donc, c'est le rythme de découverte annuel, là, en l'occurrence même mois par mois ou trimestre par trimestre, de pétrole et de gaz. Gaz en rouge, pétrole en vert. Vous voyez qu'il y a une petite tendance comme ça. Voilà, 2012, 2017. Okay, sachant qu'entre-temps, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je n'ai pas le temps, mais là, voilà, vous avez une autre perspective. Là, on est strictement sur du pétrole. Ce sont à nouveau des découvertes annuelles avec un découpage entre inshore, à terre, et offshore. Alors, vous voyez qu'on trouve aujourd'hui essentiellement du pétrole offshore et du pétrole offshore. Plus c'est bleu profond, plus c'est du pétrole profond. Et effectivement, c'est assez logique. On commence par cueillir les fruits à portée de main avant de se risquer à aller chercher des fruits qui sont, en l'occurrence, pour par exemple le Brésil, à 10 km sous la surface des flots. Si on dézoome à nouveau encore, là, une perspective historique beaucoup plus ample et qui donne vraiment la réalité. Donc les histogrammes en gris, je l'ai déjà montré ici. Les histogrammes en gris, ce sont les découvertes annuelles de pétrole depuis les années 50. Et en rouge, j'en parlerai après, la production, c'est-à-dire le rythme de consommation. Et là, vous voyez, dans les années 60, qu'on a découvert l'essentiel du pétrole du golfe de Guinée, par exemple, et puis les grandes découvertes autour du golfe Persique. Et vous voyez que, voilà, on a une tendance, sachant qu'entre-temps, la sismique, par exemple, les moyens techniques pour chercher du pétrole ont considérablement progressé. Et puis les capitaux qu'on investit dans le développement de la production n'ont jamais été aussi importants que dans la période récente. Ici, on crache entre 400 et 700 milliards de dollars par an dans la recherche de pétrole. C'est plus que le budget de l'État français. Mais on en a trouvé, voilà, on en trouve moins que jamais. Voilà. Et l'ironie de l'histoire et le problème du pic pétrolier, c'est que les courbes de production et de découverte se sont croisées à l'époque de Dallas, dans les années 80. Et vous voyez une tendance historique là. Et là, aujourd'hui,
on n'a jamais, alors je pourrais prolonger, d'ailleurs c'était le cas dans les graphes précédents, cette tendance continue. Et elle était valable lorsque le baril était à 100 $. Ça n'aide pas les choses, évidemment, que le baril soit à 50 $. Mais au-delà de ça, vous voyez qu'il y a une tendance, voilà, qui se joue sur plusieurs décennies. Troisième alerte. The US tight oil is unlikely to pick up the slack on its own. Il est peu vraisemblable, d'après l'AIE, que le pétrole de schiste puisse combler le déclin du pétrole conventionnel et le problème qu'on a à découvrir de nouvelles ressources de pétrole conventionnel. L'AIE est plutôt optimiste, délibérément optimiste, sur les progressions de la production auxquelles on peut s'attendre. J'y reviendrai. Il se trouve qu'il y a un état de fait qui est un tout petit peu problématique pour miser sur une poursuite d'un très fort développement du pétrole de schiste, c'est que le pétrole de schiste perd de l'argent. Là, vous avez un empilement des grandes zones d'extraction de pétrole de schiste, le Permian, ça c'est le Texas, ça c'est le Dakota. De manière constante, c'était vrai quand le baril était à plus de 100 $, c'est a fortiori vrai aujourd'hui. De manière agrégée, l'industrie du shale oil, du pétrole de schiste, est à cash flow négatif depuis l'origine, c'est-à-dire qu'elle investit plus que son chiffre d'affaires. On a, dernière confirmation en date, il y a eu beaucoup de... C'est quelque chose qui est un bruit de fond, qui n'empêche pas des gens de continuer à acheter de la dette émise à haut taux d'intérêt émise par les producteurs de shale oil, bien que ça soit en train de tanker manifestement depuis quelques semaines. Dernière confirmation de cet état de fait, Rystad, qui est une source de référence en termes d'intelligence économique sur le pétrole, nous dit plus de 75% des compagnies spécialisées dans le shale oil continuent à faire état de capitaux investis dans le développement de la production supérieurs à leur chiffre d'affaires, on va dire, pour simplifier. Ok, ça donne quoi ça? Donc on nous dit, l'AIE nous dit, j'ai pas assez de pétrole conventionnel, j'ai besoin d'un développement massif du pétrole non conventionnel et en particulier du shale oil pour compenser. Et alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces projections jusqu'en 2025 intègrent déjà, partent de l'hypothèse d'une multiplication par 2 de la production de shale oil. Par 2. Néanmoins, il nous faudrait tripler cette production pour compenser la faiblesse des développements de nouveaux projets de pétrole conventionnel. D'accord? On a très peu de projets de pétrole non conventionnel de pétrole conventionnel qui sont lancés aujourd'hui, et pour cause, puisqu'on n'en trouve plus. Nous, l'AIE, on table sur un doublement de la production de pétrole, de schiste. Vous comprenez déjà que c'est une hypothèse très audacieuse, dans la mesure où le pétrole de schiste perd massivement de l'argent. Mais il faudrait tripler pour espérer compenser le manque de nouveaux projets de pétrole conventionnel aujourd'hui. Et résultat des courses, troisième alerte de l'AIE, ça c'est écrit noir sur blanc, là en l'occurrence c'est écrit en rouge, parce que je voudrais insister lourdement sur ce point, mais ça c'est écrit pour la première fois dans un résumé aux décideurs de l'AIE. On a un risque de resserrement de l'offre mondiale de pétrole à l'horizon 2025. Resserrement, vous pouvez appeler ça en anglais supply crunch, vous pouvez aussi appeler ça pic pétrolier. Voilà, vous pouvez retrouver ça dans le résumé aux décideurs. Qu'est-ce que ça donne dans le langage politiquement correct de l'AIE? Par construction, l'AIE ne peut pas crier au loup. On peut y revenir sur les questions, mais elle n'a pas vocation à crier au loup. Parce que si elle crie au loup, le loup apparaît. Parce que si vous expliquez qu'il n'y a plus de pétrole à développer, ça va être compliqué de lever de l'argent pour développer le pétrole. Et vous avez une prophétie autoréalisatrice. Donc, dans l'analyse politiquement correcte de l'AIE, ça donne quand même une progression. Là, vous avez le tight oil, le pétrole de schiste, et puis vous avez des hypothèses de développement du pétrole conventionnel qui reprendraient un peu des couleurs. Voilà. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais l'AIE nous dit avec un peu de chance. Allez,
avec un peu de chance, on va y arriver. Un peu de chance, ça veut dire une remontée des cours du baril. Et on a bien compris, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas le temps et on va me faire les gros yeux, mais qu'il y a un souci pour les consommateurs de pétrole, on l'a vu avec les gilets jaunes, à accepter une augmentation forte des prix des carburants liquides. Okay, donc pour l'AIE, jusqu'ici, tout va bien. Quand ils somment leurs hypothèses, on n'a pas de pic pétrolier. Si vous sommez là, ici, ils ne l'ont pas fait parce que c'est des petits malins. Souvent, l'AIE bon, bref, ne donne pas trop de détails sur ces hypothèses. Mais là, si vous additionnez ce que j'ai fait, ces deux histogrammes, effectivement, il n'y a pas de pic. Mais ce qui est très fort et ce qui est très nouveau dans le langage politiquement correct de l'AIE, c'est ça. C'est, on vous a fait ça, mais on n'est pas trop sûr, quoi. Quand même, on n'est pas trop sûr. Ça pose un gros problème pour nous, Européens. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Ça se trouve, moi je trouve que les Américains, souvent, ils sont très très forts. Alors peut-être qu'ils sont encore plus forts ce coup-ci, et qu'il y aura des répliques, et il y aura de nouvelles formes. Le Venezuela dispose de ressources en pétrole lourd très importantes. Il y a des changements politiques qui pourraient faire les beaux jours des gens qui sont motivés pour exploiter ces pétroles. Je n'en sais rien. Il est possible que le spectre de cette évolution inéluctable, qui est le déclin de la production mondiale de pétrole, puisse être repoussé encore. On a réussi à le repousser d'une décennie, puisque, rappelez-vous, hein, le pic du pétrole conventionnel, lui, est franchi. C'est les 3/4 de la production mondiale, et on ne pense pas que ça sera réversible. Donc peut-être que le pic pétrolier, c'est un peu plus loin. L'AIE nous dit, attention, ça pourrait se produire d'ici à 2025. Attention, quand même, c'est une mise en garde lourde. Mais bon, qui sait. Mon point, là, ce sur quoi je voudrais terminer cette présentation et insister, c'est que nous, Européens, on n'a toujours pas de pétrole. Et la seule source de pétrole qu'on a, massive, importante, c'est la mer du Nord. Or, la mer du Nord est un cas d'école d'un déclin irréversible pour des raisons géologiques d'un grand champ pétrolier. Et si on regarde un petit peu, c'est ce que je vous présente sur ce graphe, d'où vient le pétrole que nous importons, que l'Union européenne importe, que nous importons à 100% quasiment maintenant, hein, à part les derniers puits de pétrole qu'il y a du côté de chez moi dans les Landes. Maintenant que la Norvège ne fait toujours pas partie de l'Union européenne et les Britanniques s'apprêtent à en sortir, donc on importe 100% quasiment de notre pétrole. Et si on regarde, eh bien, vous avez la moitié de ces importations qui sont fournies par des pays qui, soit ont déjà franchi un pic probablement irréversible, Norvège, Azerbaïdjan, j'en ai parlé, Algérie, j'y reviendrai, Mexique, soit par des pays, et principalement la Russie, qui nous fournit plus d'un quart de notre pétrole, dont l'AIE, pas des Cassandres, d'affreux Cassandres comme moi, dont l'AIE nous dit maintenant, attention, Angola et la Russie sont partis pour atteindre un pic d'ici à 2025. Okay, donc vous avez grosso modo la moitié de nos imports qui sont en péril potentiel. D'accord ? Ça pourrait avoir des petites implications géopolitiques. Ça, pour ne parler que de ça. Et puis, deux autres pays incertains, fournisseurs de pétrole très importants pour l'Union européenne, l'Iran, la Libye, dont je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. La capacité à continuer à nous exporter du pétrole est problématique à plus d'un titre, pour des problèmes above ground, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais aussi pour des problèmes below ground, puisque aussi bien, enfin surtout l'Iran fait partie des pays pétroliers qui sont à maturité. C'est-à-dire ce sont des producteurs anciens, dont la production conventionnelle est aujourd'hui proche du maximum, et dont on s'entend essentiellement à ce qu'elle décline faute d'investissement suffisant. Okay, donc finalement, vous avez plus de la moitié des importations de pétrole de l'Europe qui sont menacées par un déclin potentiel. Okay, selon l'AIE, c'est-à-dire qu'il y a d'autres analyses sensiblement plus pessimistes. Il y en a une concernant la Russie qui est relativement intéressante. C'est celle du ministre russe de l'énergie qui nous dit attention, alors il le dit à l'agence Interfax, donc qui est la principale agence d'information russe, il l'a dit en septembre, attention, la Russie pourrait être à 3 ans de son pic. Ce qui n'est absolument pas une surprise. Ce qui est absolument pas une surprise.
parce que la Russie, tout comme l'Iran, tout comme l'Azerbaïdjan, tout comme l'Algérie, sont du côté de plus de la moitié de la production mondiale qui est à maturité. C'est-à-dire soit elle a la production maximum, soit elle peut décliner, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle augmente. Voilà. Donc si... Bon, il y a de la kremlinologie, comme on dit là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un message qui est envoyé à qui veut bien l'entendre, mais il y a en tout cas une ambiance dans laquelle 28% des importations de pétrole de l'Union européenne sont dans une situation potentiellement très problématique. Okay. Puis, d'un mot, si je résume un peu ça, pour que vous voyez un peu l'enjeu, donc les pays en rouge là, qui ont franchi leur pic, en détail, ça donne ça. La Norvège a passé son pic en 2001, on a moins 40% depuis. De l'autre côté des eaux territoriales en mer du Nord, pour la Grande-Bretagne, c'est pire. On est à plus de 50% de déclin. Alors la Norvège vient de trouver un peu de pétrole. Il est possible que dans les années qui viennent, leurs extractions puissent reprendre un petit peu, avec un profil d'évolution qu'on appelle en dos de chameau, qui est assez récurrent. L'Azerbaïdjan, voilà, j'en ai parlé, 2010, moins 24%. En 8 ans, c'est beaucoup. Hein. En 8 ans, c'est beaucoup. L'Algérie, moi, c'est le cas qui m'inquiète le plus. L'Algérie a aussi des régimes de pluie erratiques. Qu'est-ce qui se passerait? On voit tout de suite le parallèle peut-être avec le Venezuela, même avec la Syrie, qui a été un producteur pétrolier important avant de passer son pic, 10 ans avant la guerre civile. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement pour notre approvisionnement en pétrole, mais pour la sécurité de l'Union européenne et pour la cohésion européenne. Et si l'Algérie passe du côté des failed states pétroliers, on a déjà le Venezuela, on a déjà la Syrie, on a déjà le Yémen, qui sont 3 pays post-pic pétrolier. Peut-être demain le Mexique. Là, vous l'avez ensuite. Mexique, hein. On sait qu'au Mexique, la paix sociale est achetée massivement. C'est structurel dans le régime au Mexique. C'est la même chose au Venezuela, même chose en Algérie. Voilà. Vous avez ce même genre d'évolution réputée irréversible. Et puis du côté de ce dont, non pas moi, mais l'AIE nous dit attention, l'Angola, Total est très présent là-bas, on est maintenant dans du offshore assez loin des côtes, et l'AIE, après d'autres, l'AIE nous dit probable pic d'ici à 2025. Et la Russie, j'y reviens d'un mot, la Russie, l'AIE nous dit pic, elle le met dans ces scénarios en 2025. Vous avez vu qu'Alexander Novak, lui, le ministre de l'Énergie, le met plutôt en 2021. Voilà. Donc je pense que je reste convaincu que Mad Max est une aussi bonne raison de se préoccuper de la transition énergétique et de la sortie des énergies fossiles que le dérèglement climatique. Merci. Oui, bonjour. Je suis là. Alors j'avais 2 questions. La première, c'était qu'en est-il du gaz et du charbon par rapport au pétrole dans les grandes lignes? Et puis la deuxième question un peu plus large, dans quelle mesure c'est une mauvaise nouvelle, puisque le déclin subi, on va le subir et qu'on commence, mais qu'on n'a peut-être pas d'autres alternatives? Merci. Le gaz, c'est la même chose que le pétrole? Enfin, je veux dire, chimiquement, hein, c'est un hydrocarbure. C'est une forme plus légère, simplement, plus profonde, plus compacte d'hydrocarbures. En général, les déclins sont rapprochés. Il y a un décalage dans le temps. Dans le cas de la mer du Nord ou de l'Algérie, c'est ce qui se produit. Il n'y a pas tellement de raisons, enfin, à part certains cas particuliers comme la Russie, où il y a encore beaucoup de gaz, probablement, pour qu'un pic de pétrole ne soit pas suivi à quelques années, voire soit se produise simultanément pour le gaz. Après, on découvre, parce qu'on a cherché plus tardivement, on découvre encore beaucoup de gaz. Donc c'est difficile de répondre de manière catégorique. C'est aussi difficile par défaut d'information. Et c'est la même chose sur le charbon, je vais un peu vous faire la même réponse. C'est un peu comme ce que disait Michel ce matin à propos du risque, des risques carbone sur l'économie. On est très peu outillé
à la mesure du problème posé pour le regarder sérieusement. Là, moi, j'ai un renfort de l'AIE. Il se trouve que je sais qu'à l'AIE, il y a des gens qui ont envie de faire passer ce message. Mais je veux dire, on bricole. On bricole. La dernière fois que j'ai demandé à la DGSE qu'est-ce qu'ils faisaient sur le sujet, on m'a répondu on se fie à la littérature existante. Sachant qu'au département d'État aux États-Unis, depuis plus d'un siècle, ils ont des équipes très bien staffées, dédiées, et à la CIA, pour précisément monitorer ça. Où en est la production, où sont les perspectives de production. Donc c'est difficile de faire une réponse catégorique. Moi je dis juste, manifestement, il y a un péril. Ce péril est suffisamment massif, tout comme le péril climatique, pour qu'on se donne les moyens de l'étudier, mais de l'étudier vraiment. Je vais froisser personne ici. La dernière fois que c'était hier, que j'ai tenté d'approcher France Stratégie sur le sujet, il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus. Il y a des résistances aussi. Alors que ça devrait être... voilà. Moi, ce que je dis avec ça, c'est que j'aimerais bien que la presse économique, que les renseignements, que l'armée regardent ça. Pourquoi je parle de l'armée? Parce que on s'est beaucoup battu pour le pétrole lorsqu'il était abondant. Je peux prolonger ma métaphore avec Mad Max, mais pour moi, elle est malheureusement... la Syrie, le Yémen et le Venezuela le démontrent. Elle est parfaitement légitime. Pour ce qui est du charbon, alors, ça dépend de quel charbon on parle. Je ne peux pas rentrer beaucoup dans les détails. C'est un problème que j'aimerais beaucoup avoir les moyens au Shift d'étudier, en particulier en Chine. Il se trouve que je collectionne, je glane depuis quelques années des analyses prospectives sur les capacités de production de charbon en Chine qui sont alarmantes. Un petit parallèle avec l'Europe occidentale, nous sommes le nord de la France et la Lorraine ne se sont toujours pas remis du pic coal, du pic charbon. 30 ans après. Si ça répond à votre question. Bonjour Mathieu, tu as peut-être déjà commencé à répondre à ma question. Quand on va voir les hauts fonctionnaires et qu'on leur dit pic pétrolier, voilà, comment ils réagissent? Et si je me souviens bien la dernière fois, avoir entendu parler de cette question-là, c'était lors du dernier blocage des raffineries, et la réponse qu'ils donnaient, c'était on ne voit rien avant dans 30 ans. Est-ce qu'on en est toujours au même point? Moi, je reprends mon... l'AIE me permet de reprendre mon petit bâton de pèlerin. Donc j'ai commencé à le faire. J'essaye d'éveiller les gens qui ont envie de le regarder. Après, je l'ai constaté à France Stratégie. Comme disait Jules César, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Donc vous pouvez accumuler, et c'est ce que fait Mezza Voce, l'AIE et Fatih Birol, son directeur depuis des années, des indices préoccupants. Enfin, je veux dire, on a franchi le pic conventionnel. C'était les 3/4 de la production mondiale. Jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à il y a 15 ans, ce pétrole conventionnel, c'était quasiment 100% de la production. Ce pic-là est franchi, et je ne vois pas, à la mesure du péril que ça représente, la place de ce sujet, ni dans la presse économique, ni dans les analyses prospectives, en Europe en tout cas. Je dis en Europe en tout cas parce que dans les rapports de la CIA, par exemple, ça se retrouve très fréquemment, cette question. Je pense qu'on a une vision très naïve, qui était celle de Clémenceau avant 1914, de la problématique de l'accès au pétrole et de ce qu'elle permet et de ce qu'elle ne permet pas de faire. Donc j'espère que arriver, enfin je ne suis pas tout seul, hein, mais en tout cas là au Shift, on a décidé de reprendre ce sujet à bras-le-corps, parce que c'est quelque chose sur lequel on avait du mal à faire passer le message, parce que les gens... Je pense que c'est un péril qui est trop massif. C'est pire que le climat, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est trop trivial, trop simple, trop immédiat pour ne pas rencontrer une force de déni beaucoup plus puissante encore que sur le climat. Et à rebours, en miroir de ça, quand je vois l'inaction sur le global, la prise de conscience
sur la faiblesse de la prise de conscience, sur le danger que représente le climat, je me dis que si on dit, attention, si on appuie directement sur l'artère jugulaire de notre société, et c'est ce qui risque de se passer, peut-être que là, on aura des gens qui comprendront qu'on a un problème sérieux. Comprendront juste qu'on a un problème sérieux. Donc pour nous, je dis nous, c'est le shift et puis la nébuleuse qui gravite, ou à laquelle on appartient, on parle maintenant d'une double contrainte carbone. Il y a effectivement le réchauffement climatique, mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et je pense que ça va être intéressant d'essayer de rééquilibrer un peu l'écho qu'on donne à ces deux très bonnes raisons pour se réorganiser rapidement pour arriver à se passer de cette énergie carbonée et tarissable qu'est le pétrole. J'ai une précision par rapport à la question et une question. La question, c'est dans toutes les statistiques que tu as données et dans ce qu'évoque l'Agence internationale de l'énergie, qu'est-ce qu'ils mettent dans pétrole? C'est pétrole au sens BP, c'est-à-dire brut, condensat, liquide de gaz. C'est pétrole au sens EIA, c'est-à-dire brut et condensat. C'est juste brut. Enfin, voilà. Donc, est-ce que tu peux pas très clairs. Un tout petit peu élaborer là-dessus? Le commentaire sur juste avant, c'est que nous vivons dans le monde d'Homo economicus. Vous avez tous appris à l'école qu'il y avait une élasticité prix-volume. Donc c'est aussi une partie de la réponse à la question posée. Si le prix du pétrole ne s'envole pas indéfiniment de manière croissante, c'est qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement sur le pétrole. Donc les gens raisonnent tous en se disant, comme il y a une élasticité, si le prix n'explose pas, c'est qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Alors la mauvaise nouvelle, Mathieu n'a pas montré ce graphique, moi j'adore le montrer, il n'y a pas d'élasticité, voilà, donc il n'y en a jamais eu. Donc on peut très bien manquer de pétrole avec un prix du pétrole qui reste bas, ça ne pose strictement aucun problème, ça s'est fait 1 milliard de fois. Donc, mais comme on a en face de nous Homo economicus et que sa variante Homo politicus est aussi Homo economicus, si on en manque, c'est qu'on doit, et qu'ils sont tous Homo marchandus, en fait pas comment on dit, si on en manque, c'est que le prix doit exploser. Et si le prix n'explose pas, c'est qu'on n'en manque pas. Donc en gros, moi je me rappelle encore quand d'aller voir History, je ne sais pas si tu étais avec moi quand tu es allé voir History là, à Bruxelles, je me dis, ah bon, il y a un problème sur le pétrole? Ben voilà, je ne vois pas. Ouais. Et le DG Énergie à Bruxelles. Hein. Et on était à la DG Recherche avec Jean-Marc il y a un mois. J'ai vu des yeux s'ouvrir ronds comme des billes quand j'ai sorti le résumé aux décideurs de l'AIE. Supply crunch, les mecs n'avaient pas vu qu'il y avait l'expression supply crunch possible avant 2025 dans l'executive summary de l'AIE. Pour te répondre, Jean-Marc, l'AIE a une définition assez conventionnelle des pétroles. Donc ils additionnent en fait le pétrole liquide, les liquides de gaz naturel, et puis tous les pétroles lourds. C'est assez conventionnel et ils découpent en fonction des... Mais quand ils disent pétrole conventionnel, quand ils disent pic du pétrole conventionnel, c'est pour ça qu'il y avait une certaine incertitude là-dessus. Ils ont pour le coup une définition très stricte. Donc ils arrivent, quand ils parlent d'un pic qui est pour le pétrole conventionnel à un peu moins de 70 millions de barils jour. La production de pétrole, de toute forme de pétrole, alors selon les définitions, ça se balade vers 85 millions de barils jour, 90 selon ce qu'on compte. Et puis si vous ajoutez les agrocarburants et les liquides, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout les agrocarburants et un peu les liquides de synthèse, vous arrivez, nous dit l'AIE, à 100 millions de barils jour. Mais là-dedans, il y a beaucoup de KVA et le problème avec l'AIE, c'est quand même aussi un des sujets, c'est que la transparence de l'AIE est à géométrie variable en fait. Plus c'est sensible, moins on a le détail. Voilà. Et c'est aussi un domaine sur lequel moi j'aimerais bien inciter en particulier les renseignements français à voir s'il n'y a pas moyen d'appeler un chat un peu plus. Alors de nouveau Julien Vieille, j'avais lu dans un livre de Jean-Marc que c'était un peu erroné de raisonner en baril puisque c'est une unité de volume et pas une unité d'énergie. Donc je ne vois pas apparaître en fait finalement peut-être cet écroulement encore plus rapide là-dessus. Et je voulais savoir quel était l'impact éventuellement de ces nouveaux produits dérivés sur l'exploitation des produits pétroliers non conventionnels sur les produits dérivés que sont par exemple certaines molécules pharmaceutiques ou les plastiques. Est-ce que du coup on ne va pas aussi avoir un impact Non. Les 3/4 d'un baril de pétrole finissent dans un réservoir d'un véhicule. Bon, c'est pas les 3/4, je crois que de mémoire, c'est les 2/3. Et la chimie
les plastiques, je vais vous dire des bêtises parce que j'ai des ordres de grandeur assez flous dans ma tête, mais la pétrochimie, c'est de l'ordre de 10%, et là-dedans, l'industrie pharmaceutique, c'est un pouillème. C'est vraiment des volumes qui sont très faibles. Après, oui, le contenu des barils n'est pas en termes, notamment en termes d'énergie, n'est pas constant. Même à l'intérieur d'un même champ, vous avez toutes sortes de molécules d'hydrocarbures. Bon, c'est un peu abusif. Le baril, vous avez raison, c'est beaucoup plus pertinent de travailler sur des contenus énergétiques. C'est juste que la plupart des séries sont en barils, en millions de barils, enfin en barils jour. Donc c'est plus commode. Mais effectivement, il y a une dégradation aussi de la qualité chimique, la qualité en fonction des usages. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on recherche principalement, ce qui a le plus de valeur, ce sont les molécules d'hydrocarbures qui se baladent autour de 8 atomes de carbone par molécule, c'est le fameux indice d'octane. Et puis aussi les pétroles légers, qui, pour le coup, voilà, le naphtha notamment, ont un usage privilégié pour les transformations, voilà, pour la chimie organique. Mais vous avez raison, la qualité énergétique du pétrole, globalement, régresse aussi. Simplement parce qu'on va chercher, on est contraint à aller chercher des pétroles qui sont moins directement intéressants. Voilà. Il y a le light sweet crude, voilà, qui est le millésime roi, ou l'Arabian Light. Aujourd'hui, l'essentiel des réserves exploitables de pétrole non conventionnel, ce sont souvent des pétroles lourds, alors, au Canada ou dans la ceinture de l'Orénoque au Venezuela, et qui réclament d'injecter beaucoup d'énergie pour transformer, pour raffiner, quoi. Voilà. Oui. Mais non, il a été remballé. Oui, tout à l'heure, tu as dit que les capacités de charbon en Chine étaient alarmantes. Mais dans quel sens? Non. Ah excellente question. Alors oui, c'est la double. Là, tu touches. Voilà, c'est la double contrainte carbone. C'est une excellente nouvelle pour le climat si les Chinois commencent à manquer de charbon. Donc c'était dans ce sens-là que je parlais de mauvaises nouvelles, bien entendu. En termes de capacité future d'extraction du charbon en Chine, il y a beaucoup de questions qui se posent et j'adorerais lire ou commanditer une étude un peu plus précise là-dessus, tout comme j'aimerais beaucoup comprendre mieux l'évolution future que l'on peut s'attendre en Russie. Évidemment, c'est des sources qui sont compliquées à avoir. Mais il ne faut pas se voiler la face. Un choc sur l'offre pétrole ou charbon dans une grande économie, et en particulier en Chine, aurait des conséquences chaotiques pour l'économie et pour l'équilibre mondial de manière générale, très inquiétantes. La Chine est premier importateur mondial de pétrole aujourd'hui, et premier producteur et consommateur de charbon, mais un premier importateur aussi de charbon. Ils importent beaucoup de charbon de Chine, en particulier, d'Australie en particulier. On est sur une situation qui est très précaire si jamais on n'est pas capable d'anticiper des limites qui sont tout à fait claires pour le pétrole potentiel. Et sans doute, si on avait la lunette pour pouvoir regarder ça précisément, qui sont sans doute réelles aussi pour les capacités d'extraction de charbon en Chine, c'est du risque. Mais, tout ça, c'est beaucoup de risques. Mais néanmoins, il y a un satellite en septembre qui a pris des photos de la Chine et qui montrait qu'il y avait plein de centrales qui allaient s'ouvrir. Et on voit aussi plein de papiers dans la presse qui disent que la Chine ouvre des centrales dans les pays développés, en développement, de façon massive. Donc... Oui, non, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve, si ce n'est qu'il y a eu un ralentissement tout de même. Il y a eu pas mal de carrières plus ou moins bien gérées qui ont été fermées d'autorité ou dont la production a considérablement réduit. On n'a pas de preuves, tout comme pour le pic pétrolier. On a des potentialités inquiétantes, problématiques, sur la capacité à maintenir un niveau élevé de production. Donc oui, le charbon encore, sans doute, de très beaux jours devant lui.
Mon point, c'est simplement de dire que si la Chine se retrouve confrontée à des limites d'extraction sur le charbon, ça risque de créer des petites tensions qui ne sont absolument pas anticipées aujourd'hui. Peut-être par quelques officines de renseignement aux États-Unis ou en Russie ou évidemment en Chine. Mais en tout cas, en Europe, on ne regarde pas du tout ça. Laurent Max, société Kingspan et membre du Shift Project. Je me posais juste la question. Merci. Enfin, je suis pour rien. Enfin, si, quand même. Je voulais juste savoir quelque chose. Vu qu'on copie beaucoup les Allemands sur le plan économique, quoi que ce soit, je crois qu'en 2010, la Bundeswehr avait sorti un rapport sur le pic pétrolier. Pourquoi on ne les copie pas là-dessus ? Elle a arrêté de produire. C'est-à-dire que tout le monde produisait des rapports sur le peak oil avant le boom du shale oil, avant le boom du pétrole de schiste. Tout le monde a écrit là-dessus. Même en France, je dis ça avec une pointe d'ironie, même en France, il y a eu des petites choses. Tu as raison de le rappeler, d'ailleurs, j'avais oublié ce rapport. Non, le shale oil a été présenté, c'est pour ça que je dis que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire, le shale oil a été présenté comme une solution au peak oil. Pour moi, c'est un symptôme. On ne serait pas amusé à mettre en production, à développer cette industrie dont vous voyez que la rentabilité n'est pas du tout assurée, si on avait encore plein de pétrole à trouver. C'est quand même un fait lourd. On ne trouve plus aujourd'hui dans le monde de quantité significative au regard de la consommation de pétrole conventionnel. C'est quand même un truc qui est énorme. Il y avait un prospectiviste de BP que j'aime bien citer qui disait à propos du pétrole de schiste et du conventionnel et du passage du conventionnel au non conventionnel, il disait on est comme des rats de laboratoire qui ont fini de manger les céréales et qui s'attaquent au paquet de céréales. Voilà. C'est nourrissant, hein, mais bon, c'est pas très... Je ne sais pas si on a encore le temps pour prendre quelques questions. Oui, bonjour. Je suis un ingénieur de formation en physique-chimie et je ne suis pas très bon en économie, mais quelque chose qu'on produit à perte, j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer de le produire. Vous vous rappelez d'Enron ? Enron. Et les subprimes ? Oui. Bon, ben voilà. Les schémas de Ponzi, ça s'appelle. Non, tant qu'il y a des gens pour acheter votre dette, vous pouvez continuer à mettre de la dette. Les deux pending de dette à l'échelle de l'industrie du shale oil, on parle de... les évaluations sont difficiles, mais ce que j'ai pu lire, ça se balade entre 200 et 300 milliards de dollars. Tant qu'il y a des gens... C'est vous qui le dites. Oh, c'est à peu près cet ordre de grandeur, un peu plus quand même. Mais vous ne voyez pas ça. Pourtant, ça a été dit par Washington, par l'administration qui s'occupe de ça à Washington. Ça, c'est Bloomberg. C'est pas un fanzine décroissant. Mais on continue. En plus, la presse économique a toujours cette tendance à ne pas, à préférer mettre deux sources plutôt que faire un choix d'analyse. Donc, ils vont rapporter ce que disent les opérateurs de shale oil et qui disent qu'ils ont un break-even, qu'ils ont un seuil de rentabilité qui commence à gagner de l'argent à partir de 30 ou 40 $ le baril. Ces entreprises qui vous disent ça sont à cash flow négatif. Le pays, je répète, le pays qui nous a offert Enron et les subprimes pourrait, je ne dis pas que c'est le cas, il me semble qu'il y a des signes qui permettent de le dire, pourrait nous offrir un nouveau schéma de Ponzi. Massif, vertigineux, tout ce que vous voulez, mais n'empêche. J'ai changé d'endroit, donc j'ai le droit de reprendre la parole. Il y a un tout petit lien à faire avec ce que vous a dit Michel Le Petit ce matin. Rappelez-vous, en ce moment, l'essentiel de l'épargne ne trouve que des produits à taux nul pour s'investir. Donc vous arrivez en disant, moi je vous propose du 6, du 7, du 8%, vous trouvez des gens pour acheter.
Et je vous signale par ailleurs que la mentalité américaine, c'est d'être bourré de sociétés qui n'arrêtent pas de cramer du cash en disant demain il fera jour. Plus je crame du cash rapidement, plus demain je vais gagner beaucoup d'argent. Donc je pense qu'une partie, moi je me suis posé la même question, hein, une partie de l'explication réside probablement dans le fait qu'il y a des montagnes de liquidités qui ne savent pas où aller. Et donc vous proposez à peu près n'importe quoi, il y a des gens pour acheter. Et alors du coup, comme je tiens le crachoir, Mathieu, tu vas conclure parce que je crois qu'il est l'heure. Ouais, voilà. Tout de suite. Ok. Donc d'abord merci. Vous êtes très nombreux là aujourd'hui. Alors je crois comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus aux ateliers. Donc merci à nos nouveaux participants. Juste d'un mot rapidement parce qu'effectivement l'heure tourne. Qu'est-ce qu'on a un peu dans le pipeline au Shift? Donc je vais lire parce qu'il y a beaucoup de choses. La publication en anglais de notre rapport sur la sobriété énergétique, l'ENICT, dont vous a parlé notre chef de projet Hugues Ferbeuf, qui est imminente. Là, on va sortir ça en mars. Le projet Power System, on n'en a pas parlé ce coup-ci, qui consiste à essayer de proposer une base de discussion un peu plus claire entre des scénarios d'évolution électrique qui disent des choses bien souvent incompatibles entre elles. Donc ça, c'est un travail méthodologique de longue haleine qu'on poursuit, qui va se poursuivre cette année. Le guide de la mobilité, je n'ai pas besoin de Clémence et Laura vous ont brillamment raconté ce qu'on faisait. Donc on démarre et ça va nous occuper toute l'année. À côté de ça, on va lancer un truc qui va être, je pense, qui vient à point nommé, qui va être très utile, un panorama de l'évolution des offres de mobilité. On lit beaucoup de choses aujourd'hui, très optimistes, sur notamment le déploiement de la mobilité électrique. On va essayer de séparer un peu les Horaces et les Curiaces sur ce sujet. L'impact environnemental du numérique, c'est un peu un spin-off du travail de Maxime, et de Hugues et de Maxime. On va tâcher de trouver, au Shift, on aime bien quantifier puis poser le problème. Là, on a bien quantifié le problème sur l'essor du numérique et son impact environnemental. Maintenant, on va tâcher de poser des questions de société par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau individuel et au niveau systémique, la sobriété numérique? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et est-ce que c'est pas moins terrible, moins déceptif, comme on dit en pub, que ce qu'on pourrait penser, notamment quand on en parle à mon adolescente de fille. Et puis voilà, on lance ces travaux pour l'instant dans une phase assez prospective sur ce qu'on pourrait, les passerelles qu'on pourrait faire entre les thématiques de transition énergétique et les passerelles santé, culture notamment. On va essayer d'incarner plus dans des enjeux de société pour lesquels on ne voit pas forcément le lien, les enjeux de transition. Pour ce qui est des événements, le 25 mars, c'est une date importante pour nous. On va présenter, et j'espère qu'il y aura des suites intéressantes, le gros travail qu'on a fourni sur la prise en compte des enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Donc ça, vous pouvez noter la date, ça sera le 25 mars. Je ne vais pas dire le lieu parce qu'on n'est pas encore sûr. Et puis, alors les entretiens de Combloux, ça j'en dis un mot, on continue à prêcher auprès, on tâche de donner un peu le b.a.-ba des enjeux énergie-climat auprès de tout un tas de publics influents et importants. Là, il s'agit des journalistes. Donc on embarque une vingtaine de journalistes en vallée de Chamonix, qui est un point d'observation plutôt intéressant du réchauffement climatique, pour essayer de leur dire quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution. Le Shift Forum, c'est un peu la même vocation que l'entretien de Combloux. Là, ne notez pas la date parce que c'est un événement qui est fermé, sous règle de Chatham House, où on fait venir ce qu'il est convenu d'appeler des décideurs économiques. Et pareil, un peu comme pour les journalistes, on essaye de les secouer un peu, de les confronter à l'énormité du problème qui est devant nous. Et puis, là par contre, vous pouvez noter la date, mais vous pouvez la noter avec un point d'interrogation, s'il vous plaît. Le prochain atelier du Shift devrait avoir lieu le 14 mai prochain. On a encore des petites intercitudes dont je vous épargne les raisons, mais on vous confirmera la date très prochainement. Sachant que la date du 15 octobre, celle-là, si ça vous intéresse, vous pouvez
probablement mettre avec plus de confiance une croix dessus si vous souhaitez revenir et que vous n'avez pas la sensation d'avoir trop perdu votre temps aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.